Bonsoir. Donc dernière conférence voilà, de Romfest et de Liquide Passion. Donc on applaudit, non? Bravo. Voilà, bravo. voilà. Merci. Donc aujourd'hui on aborde un sujet assez discordant, donc le sucre. Mais là on va parler du sucre dans le rhum. Voilà. Donc on a deux intervenants ce soir. Donc Florent Beuchet. Florent Beuchet, Ouais. donc des rhums Compagnie des Indes. Voilà, embouteilleur indépendant depuis maintenant pas mal d'années. Hein, 7 ans. 7 ans Voilà. déjà. Voilà. Donc il est exposant sur le salon. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et François Sommer, donc distributeur avec Oui. l'Explorateur du goût, Bonjour et qui est Laurence. aussi exposant sur le salon. Absolument. Voilà. Pas dans les roms, mais Voilà, pas Dans dans les les rangs, mais spiritueux dans plein français. d'autres choses. Voilà. voilà, exactement. Donc on va parler d'un sujet qui pose beaucoup de problèmes, à mon avis. Et c'est un sujet de discussion autour des producteurs, des distributeurs sur le rhum. Mais l'actualité, c'est que depuis le 25 mai 2021, donc, il y a une réglementation qui oblige à suivre certaines règles dans le sucre. Donc c'est européen, c'est ça, hein. Pour l'instant, c'est Oui. pas national, hein. Donc je pense que François, donc là-dessus, tu as bien étudié la chose, hein, parce que tu en parles depuis pas mal d'années Oui. dans le rhum. Voilà, donc détaille-nous un petit peu, toi, cette réglementation que tu as étudiée. En fait, moi j'ai étudié la question parce que moi, dans mon background, je viens de l'univers du champagne et des whisky. Hein. Donc j'ai démarré dans l'univers des vins spiritueux par champagne et whisky, qui sont des marchés qui sont très régulés. Avec les AOC. Avec les AOC, exactement. Et surtout avec des autorités de régulation, hein, comme la Scotch Whisky Association ou le CVC, qui sont assez puissantes. Et donc quand j'ai découvert le monde du rhum à la création de l'Explorateur du goût, je me suis aperçu que c'était un marché en fait, dans lequel il n'y avait pas de réglementation unifiée, hein, au niveau mondial. Hein. Au niveau mondial ou même au niveau européen ou même national. Sauf si on prend les cas particuliers qui sont les AOC Martinique et puis l'IG Guadeloupe. Oui, complètement. Donc c'est un cas un petit peu unique. Et non seulement il n'y a pas de réglementation unifiée au niveau des produits producteurs, mais en plus, il n'y a pas une autorité forte, hein, comme on peut avoir avec la Scotch Whisky Association, qui est là pour, entre guillemets, faire un peu le gendarme, hein. voilà, au niveau mondial. Quoi. Effectivement, je pense, on le dit, la Scotch Whisky Association, c'est l'association qui régule les whiskies écossais. Donc là, c'est un peu comme un organisme étatique, un petit peu. Le problème du rhum, c'est que c'est la beauté aussi du rhum, c'est que c'est produit un peu partout dans le monde et forcément, parfois, c'est un peu des pirates. On a plein de producteurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un rhum. Il y a la Whisper, qui est excusez-moi, c'est l'organisme qui rassemble les producteurs de rhum des Caraïbes qui ont tenté à un moment de créer un cahier des charges, mais ça ne s'est jamais vraiment fait. Et ce qui fait qu'au final, effectivement, il n'y a jamais eu vraiment de définition de ce qu'est un rhum, quel est l'âge véritable pour un rhum et quel est le sucre véritable qu'on peut mettre dans un rhum ou pas et les autres additifs. Exactement. Donc par voie de conséquence, en fait, comme il n'y a pas de réglementation unifiée au niveau des pays producteurs, c'est la réglementation des pays consommateurs qui s'applique, en l'occurrence celle de l'Union européenne. Donc c'est une protection en fait pour le consommateur. Pour les en fait. pays consommateurs, D'accord. voilà. Et donc les pays producteurs, les producteurs qui sont basés dans le monde entier sont censés se conformer à la réglementation européenne. Or, ce qui s'est passé, la raison pour l'évolution de sa réglementation, c'est que le législateur européen a constaté de manière assez récurrente des problèmes de non-conformité assez conséquents. Donc là, j'ai quand même mis 2 chiffres qui sont donnés par la DGCRF, hein, sur des séries de contrôles qui ont été effectués. En 2018, sur 53 rhums hors dom-tom contrôlés, il y en avait 44% de non-conformes à la réglementation. C'est énorme. Hein. C'est Ouais. énorme. Ouais. Voilà. En 2021, donc après l'introduction de la nouvelle loi, ils ont refait une série de contrôles tout spiritueux. Hein, ils ne donnent pas le détail uniquement des rhums, mais surtout spiritueux. Il y avait 32% de non-conformité, dont une grande partie sur les rhums. Hein, donc on peut supposer que c'est à peu près du même ordre. Donc quand même, se dire que la moitié pratiquement des rhums du marché ne sont pas conformes à la réglementation, enfin moi qui viens du monde du whisky, j'ai jamais vu ça. Hein, honnêtement, si on ne se conforme pas à la réglementation, ça passe pas ni dans le whisky ni dans le champagne. On est hors la loi. Et le problème, c'est qu'effectivement, des producteurs qui sont basés à l'autre bout du monde, pour eux, être hors la loi en France, c'était pas très grave jusqu'à présent. Le problème, c'est que maintenant, Et en Europe. En Europe, Ouais. mais ce sont des gens comme vous, François, qui sont responsables aujourd'hui, puisque vous êtes l'importateur en France et vous devez prouver, nous, parce qu'on est aussi un importateur, mais on se doit de prouver
à l'État, aux consommateurs, que les produits qu'on importe sont bien en règle avec la législation. Donc c'est à nous de faire attention aussi maintenant, surtout maintenant qu'il y a une législation plus drastique. Mais tant mieux. Exactement. Donc le législateur européen a fait évoluer la réglementation pour 4 raisons que j'ai listées là. C'est que ils se sont dit, voilà, il y a trop de non-conformité. Nous, notre objectif, c'est protéger les consommateurs, prévenir effectivement les pratiques pouvant induire le consommateur en erreur, et éviter aussi les formes de concurrence déloyale entre des produits conformes et non conformes. Donc c'est pour ça que la réglementation, je me permets, a évolué dans un sens assez simple, pour dire la chose suivante. Alors, sur le sucre auparavant était autorisé entre guillemets pour arrondir le goût final du produit. Donc cette notion laissait vraiment large place à l'interprétation et a conduit à trouver des produits à 40, 50, 60 pour attirer le dessus, consommateur en fait, c'est ça. Voilà, pour attirer le consommateur. Donc là, la nouvelle réglementation fixe une limite à 20 grammes par litre. D'accord. Et concernant les autres points, les additifs restent interdits. Donc un rhum qui contient de l'arôme ajouté du glycérol, enfin toutes sortes d'additifs, hormis le caramel pour la coloration, c'est la seule exception, mais tout le reste est interdit dans un produit avec l'appellation rhum, ça c'est très important. Et ensuite, le dernier point qui a évolué, c'est l'âge, où aujourd'hui, quand un âge figure sur une bouteille de rhum, c'est obligatoirement l'âge du constituant le plus jeune. D'accord, comme pour les whiskies. Donc ça a changé beaucoup de choses, à mon avis, non? Énormément. Voilà. Le problème pour l'âge, alors c'est déjà un pas en avant, mais on le sait, malheureusement, si un producteur nous vend à nous, importateurs, un rhum étant un soi-disant, je nommerai pas d'origine, mais telle origine, 15 ans d'âge, on ne sait pas s'ils ont fait, eux, dans leur chai, un assemblage avec du plus jeune ou pas. Donc c'est compliqué, il faut savoir travailler avec des gens honnêtes. C'est vrai que certaines régions des Caraïbes ne sont pas toujours les plus honnêtes, ou d'Amérique du Sud. Donc là, je sais bien, mais c'est au final les producteurs français qui vont en pâtir, parce que c'est eux qui vont être contrôlés, alors que le producteur de l'autre bout du monde, la DGCCRF française, ne va pas aller vérifier chez eux, et la douane n'a pas mis les plombs sur les fûts pour vérifier l'âge. Donc c'est vrai que c'est bien de l'avoir mis, mais je ne sais pas si ça sera véritablement suivi. Non, mais c'est un bon point que tu soulèves, effectivement, parce que autant les autres points sont vérifiables, on le verra un peu plus tard par l'analyse, tout simplement, autant l'âge, c'est pas vérifiable, et ça va dépendre du sérieux qu'ont les pays producteurs à faire évoluer leur propre réglementation. Et vous pensez à des régions particulières? Alors, moi, j'ai discuté d'ailleurs cette semaine avec le producteur de Roblé, qui est notre partenaire en rhum vénézuélien, qui fait partie aujourd'hui du comité d'éthique de la DOC Rhum des Venezuela. Il disait que c'est depuis l'arrivée de la nouvelle législation en Europe, c'est des discussions qui ont lieu au niveau de la DOC Venezuela pour justement arriver, par exemple, à avoir un contrôle suffisant de l'âge des barriques et des producteurs faisant de la Solera et pas de la Solera. De manière à ce qu'il y ait une garantie au moment où le produit sort du Venezuela que la notion d'âge ait pu être vérifiée par les autorités. Il n'y a pas de millésime en Amérique latine. Non, il n'y a pas de millésime, mais aujourd'hui, quand on assemble des fûts, il faut que l'autorité puisse contrôler que tel ou tel fût est effectivement tel âge. Voilà. Et il y a un certain nombre de pays, comme tu le disais Florence, c'est pas le cas, quoi. Donc, ouais. Et je pense que c'est bien que effectivement le Venezuela s'y soit mis. Ça va aider, mais je pense qu'ils l'ont fait aussi parce qu'il y a eu cette réglementation européenne et que l'Europe est l'un des plus gros marchés pour leur rhum. Leur rhum en général, je parle pour tous les producteurs du Venezuela. Donc effectivement, ça a mis un peu de pression sur les producteurs pour être un peu plus honnêtes. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise aussi, c'est qu'indirectement, si tout ça se passe, c'est aussi grâce aux consommateurs qui a voulu, et grâce à des amateurs, des geeks, des groupes, de gens qui se sont renseignés, qui ont voulu mieux comprendre ce qu'il y avait dans les produits et qui petit à petit aussi ont fait changer le monde du rhum, parce qu'ils questionnaient les producteurs, ils voulaient vraiment savoir ce qu'il y avait dans le produit et ça a forcé certains producteurs à changer leur formule ou à produire de manière plus honnête et c'est tant mieux. Mais là on revient au sucre maintenant, c'est quand même le sujet de la conférence. Donc deuxième partie, donc le sucre, une question de goût. Oui, alors, donc, nous, sur notre point de vue d'importateur et de distributeur, on l'a abordé, en fait, cette question du sucre sous 3 angles. Un angle, d'abord du goût, l'explorateur du goût, c'est quand même primairement ce qui nous a intéressé, sur le plan de l'éthique et sur le plan juridique. Alors, sur le plan du goût, je reviens un petit peu à mon expérience personnelle, c'est que
quand j'ai commencé à déguster des rhums venus du whisky, au début, franchement, les premiers échantillons que je recevais en dégustation, je me disais quand même c'est bizarre parce que c'est quand même vachement sucré. Normalement le sucre, enfin je parle sous ton contrôle Florent, mais il n'y a pas de sucre résiduel. Le sucre il est transformé à la fermentation et la distillation. La distillation, c'est pas compliqué, on ne crée pas de sucre et le sucre il est trop lourd pour passer dans l'alambic. D'où tout spiritueux qui sort d'un alambic ne contient pas de sucre. Il y a 0 g de sucre. S'il y a du sucre dans un spiritueux, c'est qu'il a forcément été ajouté post-distillation, soit directement du sirop de sucre ou du sucre non raffiné ou raffiné, soit avec un finish qui permet d'apporter une sucrosité, parfois un peu de sucre résiduel qui était contenu dans le liquide contenu auparavant par le fût. Donc, mais sans quoi normalement quand on distille, il n'y a pas de sucre dans le spiritueux. Il n'y a pas de sucre résiduel. Mais toi justement dans ton métier, donc toi tu es à la recherche, tu es en bouteille indépendante, tu es vraiment à la recherche quand même de distillats, de rhum. Comment tu fais justement ce choix de rhum et comment tu sais la teneur en sucre Alors comme le disait François, effectivement c'est facile parce que nous quand on reçoit les rhums, on a des degrés, des analyses. Il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle des alcomètres pour doser le degré d'alcool dans un liquide, et cette machine elle fonctionne pas bien s'il y a du sucre parce que la densité du liquide est changée et c'est cette densité qui est calculée par l'alcomètre qui nous permet de définir le degré d'alcool d'un fût. Donc si on voit que ça fonctionne pas bien, déjà on sait que ça a été édulcoré, que la densité est pas bonne, donc il y a forcément du sucre. Nous, moi pour Compagnie des Indes, je travaille avec des fournisseurs qui me livrent des rhums bruts, donc sans édulcorant, sans colorant. Alors, parce qu'on parle du sucre, moi aussi, c'est un autre débat, mais il y a énormément d'AOC, la Scotch Whisky Association, tout le monde autorise l'adjonction de colorant. Moi, je suis contre, pour le coup. Après, ça, c'est une autre chose. Mais donc, moi, tout ce que je reçois, c'est brut, pas de sucre, pas de colorant. Voilà, je m'en assure. Et puis, on peut faire des analyses et on voit tout ce qu'il y a dans un liquide. Du moment que c'est des choses ajoutées, on peut le voir. D'accord. Tu voulais ajouter, toi, François, là-dessus ? En fait, ce que nous, quand on a effectivement démarré nos sélections, ce qu'on recherche de manière générale d'ailleurs dans un spiritueux en termes de goût, c'est l'expression de ce qui est pour nous un spiritueux, c'est-à-dire la matière première, la fermentation, la distillation, le vieillissement. Et le goût final doit exprimer ça. C'est ça finalement qu'on va rechercher dans le caractère d'un spiritueux, dans le savoir-faire, dans un terroir, dans le savoir-faire d'un distillateur, etc. C'est l'expression de ces 4 éléments. À partir du moment où on rajoute quelque chose, on vient à partir d'un certain moment, altérer le goût. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'ajout de sucre va venir altérer le goût ou justement, comme le disait le législateur dans la première version, simplement l'arrondir. Et donc, ayant travaillé dans le champagne, moi j'avais comme référence le champagne. C'est-à-dire que dans le champagne, on a l'extra brut entre 0 et 6 grammes et le brut en dessous de 12 grammes. Et ensuite, on monte à sec, demi-sec, ça va jusqu'à 50 grammes. Bon. On a tous dégusté des champagnes. Champagne brut, c'est pas sucré. On sent pas le sucre. Un demi-sec, ça commence à être quand même sérieusement sucré. Bon. Et je me réfère à un article d'ailleurs d'une confrère, Christine Lambert, qui avait fait le test dans Whisky Mag, dans de l'eau, où elle disait de l'eau jusqu'à, je crois, elle parlait de 15 grammes. On commence à sentir un petit peu le sucre à partir de 10 grammes. Voilà. Et après 15 grammes, ça a vraiment un effet sucrant. Donc nous, on s'est dit tout simplement, on va se caler là-dessus. Moi, venant du Champagne, on ne va sélectionner que des rhums en dessous de 12 grammes, donc que des extra bruts et des bruts. Et donc la démarche qu'on a eue dans notre... Donc compliqué à trouver ou pas? Des choses compliquées à trouver ou pas finalement sur le marché? Après, le rhum, c'est un petit monde. Ça devait l'être plus au départ. Ça devient de plus en plus facile parce qu'il est sûr que les producteurs ils se sont mis à maintenant, en tout cas pour toucher le consommateur européen, à faire des rhums moins édulcorés ou en tout cas édulcorés de manière différente. Mais on a l'impression que la catégorie du rhum, la porte d'entrée c'était des rhums plutôt sucrés. On va pas citer les noms, mais c'était un peu ça au départ quand même. Au départ, c'était effectivement des rhums un peu sucrés. Et je pense que pour nous, on le verra sur la question de la transparence et l'éthique, la question n'est pas tant qu'il y ait du sucre ou pas du sucre, c'est qu'est-ce qu'on appelle un rhum. Voilà. Parce qu'il y a un moment donné où quand le sucre est dominant et en plus il y a d'autres choses, parce que souvent il y a aussi des arômes ajoutés, etc. Dans ce cas-là, c'est plus un rhum. Ça ne veut pas dire que le produit n'a pas d'intérêt commercialement. Il n'y a plus le goût de mélasse. C'est une marque de grande distribution qui est Captain Morgan. C'est un succès commercial dans toute l'Europe.
Voilà, bon, c'est pas marqué rhum sur la bouteille. Non, non, mais alors là, ils ont tout le cérémonial autour du rhum, mais en aucun cas c'est du rhum. Si on regarde sur la bouteille, c'est Spirit Drink qui est la catégorie la plus générique pour les spiritueux et qui permet de faire un peu ce qu'on veut. Alors il est vrai que par contre, il faut l'accorder aussi. Je pense que si le monde du rhum il est comme il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu au départ ces rhums très sucrés, très édulcorés, pas mal trafiqués. Et gourmand. Très gourmand. Et c'est vrai que ça a apporté pas mal de consommateurs vers le rhum, parce que si on les avait fait commencer avec des rhums agricoles super secs dès le départ, des forcément, Jamaïcains ou des Jamaïcains bruts de fût, des choses comme ça, on n'aurait pas attiré autant de consommateurs vers le rhum. Mais ce consommateur, petit à petit, il s'est éduqué, il s'est aussi fatigué du rhum, parce que le palais, au bout d'un moment, on s'en fatigue de certains arômes. Du coup, soit on a besoin de quelque chose de plus en plus sucré, soit on a besoin de quelque chose de plus en plus fort. Le sucre, ça a l'avantage d'être un fixateur d'arômes. Donc on a l'impression qu'en fait, il y a plus d'arômes quand il y a du sucre dedans. On le voit, un sirop, quand on boit un sirop de fraise, si on goûte juste le sirop comme ça, on va le garder 5-10 minutes dans la bouche. Et ben, c'est l'avantage aussi qu'avait l'idée de rajouter du sucre, c'est que ça donnait l'impression à des rhums un peu pâteaux, pas très puissants, d'être plus opulents. Mais on oublie le goût de la canne à sucre en fait finalement. Il disparaît. La mélasse ou... Alors oui, ou de la mélasse. Voilà, la mélasse, on va dire la mélasse. Voilà. Pour les rhums agricoles, pour le coup, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc la canne à sucre, ça dépend. Et puis souvent, les gens qui font du pur jus, ils rajoutent rarement du sucre, que ce soit Martinique, Guadeloupe ou Réunion, ou les gens de l'île Maurice qui font du pur jus. Ils sont dans les règles de l'art. Oui, ils suivent en général les règles du truc. Pour le coup, par contre, quand c'est mélasse, et souvent quand les gens viennent sur un salon, ils disent ah mais ça c'est du rhum de mélasse, parce qu'ils pensent qu'en fait le rhum de mélasse c'est naturellement sucré, plus sucré que les autres, mais en fait non, c'est parce que souvent les producteurs de rhum de mélasse font des choses un peu plus édulcorées, ou faisaient du moins dans le temps des choses un peu plus édulcorées. Ça évolue heureusement. Non, en fait, moi je pense que pour la question que tu soulèves, ces rhums, on ne peut plus les appeler rhum maintenant, mais ces produits d'accès. Pour nous, ça rejoint une question un peu plus large qui est finalement une question liée à l'éthique et la transparence. Parce que la question, quand on voit l'ampleur finalement du problème, quand on se dit 50% des produits qui sont sur le marché ne devraient pas s'appeler rhum, la question qui se pose, c'est en fait quelle est l'intention. Est-ce qu'au début, on a mis du sucre juste pour arrondir le goût, ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une intention de délibérément tromper le consommateur? Voilà. Et c'est là où se situe la limite, de mon point de vue, entre l'acceptable et le non acceptable. Et je l'ai vécu moi-même en rencontrant des producteurs qui venaient me présenter des rhums soi-disant artisanaux, tout super, voilà, et en l'analysant, c'était bourré de... Et c'est là où le sujet du sucre rejoint aussi celui des additifs. Parce que souvent, quand il y a une intention vraiment de tromper le consommateur, de changer le goût, du glycérol, de la vanilline, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et c'est là où je pense qu'il y a un sujet majeur. Ah bon, nous, on est importateurs, c'est pas notre rôle de faire la police. Voilà. Après, on ne serait pas derrière les producteurs. Des autorités, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même aujourd'hui un débat de transparence et d'éthique à avoir dans les mondes du rhum sur ce sujet-là, parce que franchement le doute est permis. Est-ce que ça ne va pas limiter aussi un marché du rhum sur le marché européen aussi, non? Est-ce que vraiment les producteurs vont se plier justement à ces normes européennes? S'ils veulent avoir marqué rhum sur la bouteille, ils vont être obligés de s'y plier, mais il y a des petits malins qui ont commencé à tricher et qui ont des très belles bouteilles bien marketées, qui donnent et qui véhiculent l'univers du rhum. Et ces gens-là, en fait, ils vont retirer le mot rhum de la bouteille, ils vont marquer Spirit Drink ou rhum vanille, mais écrit en tout petit. Alors ça, je pense que c'est pareil, la DGCCRF, elle peut retoquer, parce que normalement, il faut quand même marquer la catégorie. Certains pourront le dire plus que d'autres, mais normalement, il faut marquer la catégorie de manière visible. Et il y a certaines personnes qui continueront à faire croire qu'ils vendent du rhum, mais même les cavistes s'y trompent. Souvent, ils ne sont pas au courant de ce qu'ils vendent. C'est pas contre eux, mais c'est qu'on les a trompés volontairement. Et du coup, ils répètent le cérémonial et le discours qu'on leur a raconté. Mais c'est vrai que même malgré cette législation, malheureusement, il y aura toujours des petits malins qui arriveront grâce au marketing à faire des choses un peu limites pour faire vendre plus de produits et des choses pas forcément très honnêtes. Voilà. Et donc là, il y a un label qui s'appelle Pur Rhum, c'est ça? Alors nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que comme on avait au départ des doutes sur certains échantillons, on a commencé à les faire analyser en laboratoire en regardant le sucre et aussi d'autres additifs qu'on trouve dans le rhum,
des produits qui ne sont pas des rhums, vanilline et glycérol. Et donc, on a fait ce choix pour ne sélectionner dans notre portefeuille que des rhums conformes à la réglementation. Et c'est une démarche qui a intéressé d'autres producteurs qui n'étaient pas forcément distribués par l'explorateur du goût. Tant et si bien qu'on a décidé à un moment donné de créer un label qui s'appelle Pure Rhum, avec un cahier des charges qui correspond à la réglementation, c'est-à-dire une obligation d'analyse avec des critères d'absence d'additifs, sucre maximum, on avait fixé le maximum à 15 grammes, et obligation de transparence. Donc il y a un site purerhum.com sur lequel les résultats d'analyse sont publics et sont communiqués. Et qui est derrière ce label Pure Rhum? Qui est derrière? Alors au départ c'était nous, et aujourd'hui on l'a sorti de l'explorateur du goût pour qu'il soit géré par une association indépendante dans laquelle on a l'intention effectivement de faire participer d'autres interlocuteurs que des distributeurs, que nous-mêmes, donc des producteurs ou des professionnels du monde du rhum. Et on a engagé un process en vue de faire certifier la démarche par Bureau Veritas, voilà, pour avoir un organisme indépendant qui certifie, de sorte que ce ne soit pas le label de l'explorateur du goût, mais que ce soit un label qui soit suffisamment crédible aux yeux des professionnels du grand public. Mais est-ce que sur d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, en Europe, est-ce qu'il y a vraiment aussi ce combat par rapport au sucre? Toi, tu t'exportes, donc tu vois un petit peu oui, alors, de plus en plus, plus le consommateur s'éduque, plus il y a de demandes de la part des importateurs d'avoir des choses honnêtes. Moi, quand j'ai commencé avec Compagnie des Indes en 2014, je me souviens le premier salon du rhum, j'étais le premier à dire que j'avais du sucre dans mes rhums, je me souviens. Et les gens me disaient, mais pourquoi vous avez du sucre dans votre rhum? Je dis, bah écoutez, moi j'en ai, mais par contre, sachez que j'en ai peu, c'est maximum 15 grammes par litre. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que la bouteille là, elle a 0 grammes. Mais il y a 4 de mes entrées de gamme qui contiennent du sucre, 15 grammes et 10 grammes. Le reste, j'ai rien du tout d'ajouté. Et c'est vrai que les gens ne comprenaient pas pourquoi je disais qu'il y avait du rhum. Et du coup, je leur disais, par contre, allez demander à beaucoup d'autres marques sur le salon s'ils ont du sucre. Alors là, forcément, c'était plus compliqué. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je pense qu'il y avait aussi à ce moment-là, il y a le monopole d'État suédois avec System Bolaget qui publiait les taux de sucre dans les rhums. Il y a 2-3 blogueurs qui avaient réussi à trouver ça à l'époque, début 2013-2014. Et ça a pas mal lancé le momentum, le truc autour du sucre dans les rhums. Il y a 2-3 gros blogueurs qui ont commencé à écrire des articles, des journalistes, et c'est de là que c'est parti. Et je pense qu'effectivement, à l'international, en Europe en tout cas, ça a été un peu partout pareil. Le début avec des rhums très sucrés et des consommateurs qui petit à petit se fatiguent avec ce côté sucré et qui vont aller chercher des choses plus sèches ou alors des degrés d'alcool plus élevés, parce que ça, je pense, c'est important de le dire aussi. Le palais évolue aussi, donc. Pardon. Le palais évolue pour le consommateur. Le palais évolue et le sucre étant un fixateur d'arôme, plus on a de sucre, plus on a de la longueur en bouche. Mais ça, c'est le côté un peu poudre de perlimpinpin, c'est pas le côté honnête. Le véritable moyen de faire durer un spiritueux plus longtemps en bouche, c'est d'augmenter le degré d'alcool. Alors ça coûte plus cher parce qu'on est taxé sur le degré d'alcool. Oui, ou l'âge, bien sûr. Et encore, c'est pas toujours le cas. Et puis, il faut que l'âge y soit véritable. Dans de bons fûts. Oui, dans de bons fûts. Et le degré d'alcool augmenté, les brutes de fût, c'est une manière aussi d'apporter une très belle longueur en bouche, parce qu'il y a une rétro-olfaction qui se fait plus longtemps. Donc un consommateur mieux éduqué, c'est une bonne chose, et je pense qu'indirectement, ça va obliger certains à produire de manière plus honnête. On espère aussi. Donc ouais, toi, oui, juste pour rebondir sur ce que disait Florent, effectivement, les pays nordiques sont un petit peu en avance sur ces sujets de transparence. Comme tu disais, System Bolaget a été le premier. Aujourd'hui, en Allemagne, il y a pas mal de forums aussi. On peut citer rompirate.de, alors c'est en allemand, hein, mais qui communique en fait sur les taux de sucre, parce que, comme tu dis, c'est un mouvement qui est général dans toute l'Europe, ce qui n'est pas spécifique à la France, cette demande de transparence et d'évolution vers des produits un peu moins sucrés. Ouais. Je pense que c'est le parallèle avec aussi le mouvement du craft, consommer moins mais consommer mieux, des petites productions, des gens qui produisent de manière plus honnête et plus authentique. Et sans ajout. C'est un peu le slow food movement, tout va ensemble. Et en Allemagne, je sais c'est un Autrichien qui a lancé un système, je ne sais pas si vous avez contacté, qui s'appelle True Spirit. Et lui, il prend il fait l'apologie, il fait la promotion de spiritueux qui respectent une charte honnête de produits honnêtes. Voilà. Donc c'est des gens qu'il connaît personnellement et dont il sait qu'ils produisent de manière correcte et honnête. Ouais, je t'avais mis quelques exemples d'analyse parce que je trouvais que c'était parlant.
sur la conf. Alors nous, comme je disais, on n'analyse pas que le sucre, mais différents composants. Encore une fois, pour essayer de jauger si la démarche est honnête ou si c'est vraiment une intention de proposer un produit qui ne devrait pas être un rhum. Donc on analyse aussi le glycérol qui est ajouté pour apporter du gras, hein, dans des rhums notamment un peu jeunes. Et la vanilline qui est compliquée parce que la vanille, c'est apporté naturellement par le bois. Donc il faut mesurer un deuxième composant, c'est cyanhydride. Et le rapport des deux indique si c'est naturel ou pas. Exactement. Et quand on a plus de vanilline que de cyanhydride, normalement il y a un rapport de 1 à 2. C'est-à-dire si j'ai 2 mg de vanille, j'en ai 4 de cyanhydride. Donc là, on sait si ça a été rajouté ou pas. Et enfin, l'éthylvanilline, alors ça, c'est pour moi, honnêtement, le pire, c'est l'arôme de synthèse de vanilline. Ce qu'on trouve dans les bonbons, les chewing-gums, les choses. Donc je suppose que ce qui est à gauche, c'est. Ce qui est à gauche, c'est mes rhums. Et ce qui est à droite. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, French Overseas, c'est un rhum qui a un gros succès commercial chez nous parce que les consommateurs le trouvent très rond, très gourmand, hyper pâtissier. C'est un côté baba au rhum. Voilà, et il n'y a pas un seul gramme de sucre. Parce que souvent, on confond sucrosité et rondeur. Et c'est vraiment deux choses différentes. Sucrosité, c'est on a rajouté du sucre. Et quand on en rajoute beaucoup, ça devient même pâteux sur le palais un peu. Et la rondeur, c'est comme tu dis, c'est l'âge et le degré qui joue un petit peu. Et après, le type de fût qu'on a utilisé. Mais bon, un rhum, si on le laisse 5-6 ans, un peu plus dans des bons fûts et tout ça, il va accueillir de la rondeur. Et si c'est un rhum de mélasse en plus, il va avoir un côté gourmand et rond naturellement qui va donner la sensation, entre guillemets, du sucre. Mais il n'y en a pas. Et toi, justement, tu as des exemples par rapport à certains de mes rhums? Oui. Alors, moi, je me souviens que quand j'ai lancé la marque, j'avais fait faire des analyses de 2 grosses marques à l'époque vendues sur le marché français. C'est vrai qu'on sait qu'en général, la vanilline naturelle, on dépasse rarement les 2 grammes par litre. Dès qu'on est au-dessus, c'est à peu près rajouté. Moi, j'avais fait faire une analyse et je crois que c'était 111 fois plus de vanilline que ce qu'on pouvait naturellement avoir dans le fût. Donc ça, c'était impressionnant, sans compter le sucre et puis les autres propylène glycol. Alors, il est vrai que le vieillissement en fût, ça apporte aussi différents types de procédés et de composants chimiques qui aident aussi à ce gras en bouche. Et c'est là tout l'art du truc, c'est qu'il faut savoir sélectionner les bons rhums, les mettre dans les bons fûts et réussir à faire quelque chose d'équilibré. Je pense que l'équilibre, moi je viens du vin, vous du whisky et du champagne, c'est ce qu'on essaie d'avoir, c'est l'équilibre. Et effectivement, sélectionner des bons spiritueux qu'on fait vieillir correctement sans avoir besoin d'ajouter des additifs et encore moins du sucre, ça permet de faire des beaux produits. Alors, le sucre, une question juridique. Oui, voilà. Alors après on va vers le droit. Pour revenir à ce point sur la réglementation, aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, l'ajout de sucre au-delà de 20 grammes litre est interdit, hein, donc, au même titre que l'ajout d'arômes, etc. Et donc, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une obligation juridique, comme tu te souvenais tout à l'heure, Florent, qui incombe au départ aux producteurs, hein, en termes d'étiquetage, s'assurer que quand c'est étiqueté rhum, c'est effectivement un rhum, donc il n'y a pas d'ajout et il y a moins de 20 grammes par litre de sucre. Et si c'est le cas, c'est passé en spirit drink ou boisson spiritueuse avec une liste d'ingrédients dans lesquels sont mentionnés les ingrédients. Normalement, un spirit drink, au dos, il y avait marqué rhum, arôme de vanille, sucre. Ouais, donc ça les dessert en fait. C'est un produit alimentaire. Ouais. Hein, voilà. Donc ça, c'est une obligation juridique qui est importante. Ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que la responsabilité en termes de conformité, on pense souvent que c'est uniquement l'apanage du producteur, et c'est faux. Toute la chaîne de distribution est responsable de la mise en marché d'un produit qui est conforme à la réglementation. Donc nous, en tant qu'importateurs, si on éprouve un défaut d'avoir importé un rhum sans avoir eu la diligence nécessaire pour vérifier que le rhum était effectivement conforme à la réglementation, notre responsabilité est engagée. Ouais. C'est souvent l'importateur le dernier maillon de la chaîne, parce que c'est lui le premier à faire rentrer le produit sur le marché. Si ce n'est pas un producteur français, effectivement, c'est nous le responsable, parce que chacun peut se retourner vers celui à qui il a acheté au-dessus, et du coup, c'est souvent l'importateur le premier à mettre la mise en marché. Donc chez les cavistes, on commence à avoir des changements alors au niveau de oui, c'est sûr l'étiquette. Il va y avoir des changements parce que on peut le voir si tu passes après. En fait, les obligations incombent à tous les maillons de la chaîne. Le producteur, c'est évidemment un étiquetage conforme, hein, donc même s'il est
en Amérique centrale ou ailleurs, son étiquetage pour le marché européen doit être conforme au marché européen. Donc si c'est marqué rhum, il faut que ce soit conforme à la réglementation européenne. Donc ça, c'est son obligation. L'importateur, nous, notre obligation, c'est de mettre en marché des produits qui soient conformes. Donc l'analyse... Alors, les autorités ne demandent pas de certificat de conformité. Hein, ce n'est pas une obligation imposée par l'Europe. Bon. Même si ce n'est pas une obligation, nous, le risque juridique, c'est du pénal, hein, attention. Hein. Donc moi, comme je n'ai pas envie d'être condamné à de la prison et des amendes exorbitantes, j'ai considéré que l'une de nos diligences, c'était de nous assurer par l'analyse en laboratoire qu'on mettait sur le marché des rhums qui sont conformes à la réglementation. Et pour répondre à ta question, les cavistes, eux, ont l'obligation de présenter les boissons, donc rhum ou boissons spiritueuses, de manière claire et transparente aux consommateurs. Donc normalement, un caviste devrait séparer dans son rayon les rhums des boissons spiritueuses. Les cavistes ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas toujours. Et puis il n'y a qu'à voir, même en grande distribution, aujourd'hui c'est pas le cas. Quand on regarde un rayon de grande distribution, le Captain Morgan, c'est très souvent à côté d'un rhum agricole par exemple. Et il est vrai que je pense qu'une fois qu'on aura véritablement atteint ce stade-là avec une véritable séparation entre rhum et boissons spiritueuses, là ça en fera réfléchir plus d'un qui tentait encore de tricher jusqu'à présent. Donc là je pense que c'est vraiment l'étape supplémentaire. Je pense qu'après 2-3 remises à niveau de la part de la DGCCRF et des douanes, il y aura des changements. Oui, on verra un changement d'ici peut-être la fin de l'année ou 2022, c'est ça à peu près, je pense qu'il y a des changements. Après, ce qui est... je pense que ce qui est différent dans l'univers des rhums par rapport, je reparle au champagne whisky, oui, je connais l'origine, c'est que dans le champagne, les services juridiques du CIVC sont redoutables. Hein. C'est-à-dire que le moindre supermarché qui met dans un rayon de champagne une bouteille de Vouvray, derrière, ce n'est pas la DGCRF dont il a peur, c'est le CIVC, parce que la moindre entorse, le moindre signalement, ils attaquent. Voilà. Donc il y a en fait l'autorité représentative du monde du champagne, c'est on peut le dire comme ça, c'est substitué d'une certaine manière aux autorités à la DGCRF pour être un peu la gardienne du temple en matière de conformité. La SWA, c'est pareil, la Scotch Whisky Association, elle se mêle du sujet des whiskies bien au-delà des Scotch Whisky d'ailleurs. Hein. Quand les whiskies français commencent à discuter d'appellation, etc., au niveau européen, la Scotch Whisky Association met son nez dedans, regarde. Met son grain de sel. Ouais. Et ils ont des juristes qui sont pareil, qui ne laissent passer aucune entorse. Dans le monde du rhum, il n'y a pas cette autorité qui va assurer ce rôle un petit peu de gendarme. Et la DGCRF ne l'assure pas parce que, les pauvres, ils ont tellement de sujets à fouetter, de chats à fouetter, comme tu dis, que voilà, pour l'instant, ce n'est pas un sujet. Voilà, après, moi, mon avis personnel, c'est que quand même, le risque, il est important. Hein. Encore une fois, moi, j'ai des exemples en Champagne de mousseux commercialisés comme par des champagnes. C'était 6 mois de prison avec sursis, 200 000 € d'amende. Hein. Donc, oui, non, mais c'est du pénal. Voilà, donc... Voilà, c'est pas parce qu'il y a une forme de tolérance ou laxisme, ou peu importe comment on l'appelle. En tout cas, il y a une situation qui s'est installée dans le monde du rhum qui est quand même assez paradoxale. Le risque juridique, lui, il n'a pas disparu. Hein. Voilà, donc, Puis le rhum, maintenant, économiquement, ça devient un marché quand même relativement important. Donc, ça devient un marché important. Et puis surtout, moi, je pense que il y a un moment donné, c'est le consommateur lui-même qui va demander à ce que le transparence soit faite et que le marché soit entre guillemets assaini. Alors si on était aux États-Unis, ce serait déjà fait d'ailleurs. Hein. Il y aurait probablement déjà des class action envers certains producteurs. Mais je pense que c'est par le consommateur que va probablement venir l'évolution du marché vers encore plus de transparence et va vers la disparition in fine de ces pratiques un peu trompeuses. C'est à nous d'éduquer le consommateur aussi pour que justement il fasse le push pour commander pour n'acheter que des vrais rhums. Oui, exactement. Alors nous, on a chacun notre rôle, hein, producteur, distributeur. Notre rôle, c'est, encore une fois, c'est pas de faire la police, mais c'est justement d'éduquer, de proposer autre chose, d'amener le consommateur à découvrir l'appréciation d'un rhum, donc vraiment issu de... Comme je disais, distillation, un terroir, un savoir-faire. Un terroir, un savoir-faire. Et ça marche, hein, les consommateurs. Quand on leur fait découvrir des rhums moins sucrés, avec plus
d'expression, et qu'on d'équilibre. l'explique et qu'on explique bien pourquoi ça goûte de telle et telle manière, le consommateur est capable de comprendre et d'apprécier le produit à sa juste valeur. Et sur le salon, tu as eu des questions comme ça Non, du grand public ou de professionnels pendant de plus les en 2 plus, jours? j'ai l'impression, c'est contrairement au salon que j'ai fait en 2015 au ROMFest, mon premier salon, on se rend compte que des gens qui viennent sur des salons comme le ROMFest, Rome Avenue ici, c'est des gens qui commencent à être de plus en plus éduqués, aussi bien côté consommateur que côté professionnel, et qui posent qui posent les bonnes questions, mais ils connaissent les marques ou alors qui posent les bonnes questions aux nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Ils sont plus connaisseurs. Ils sont plus connaisseurs, ils sont plus éduqués. Oui, je pense qu'il y a un mouvement général qui part effectivement d'une catégorie qui était petite au départ, qui était vraiment les amateurs un peu pointus, etc., mais qui est en train de vraiment se développer, qui emmène finalement tous les amateurs de rhum vers l'appréciation de rhum, en effet, moins ou peu ou pas édulcoré, et puis sans additifs. Et après, c'est aussi le sucre sera peut-être abordé dans d'autres catégories d'alcool plus tard. Il y a beaucoup d'AOC qui autorisent l'édulcoration ou l'obscuration, le cognac, l'armagnac, les marais fines de Bourgogne, le calvados, je crois aussi. Donc le sucre, ça existe depuis longtemps dans les spiritueux. Donc là, 20 grammes par litre, je trouve que c'est correct. 15, 10, ce serait peut-être mieux. Mais il est vrai que oui, il y a d'autres spiritueux, sauf la Scotch Whisky Association, qui n'autorise pas l'adjonction de sucre. Mais en France, on a pas mal de spiritueux qui contiennent du sucre sans le savoir. Oui, tout ce qui est liqueur de fruits ou autre chose. Oui, alors liqueur, c'est Oui, réglementé. mais là, c'est la législation qui demande à ce qu'on mette du sucre dedans, oui, minimum ça, 100 grammes. Là, c'est encore autre chose. minimum. Ouais. Là, c'est Merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on a exploré toutes les dimensions. explorer le sujet. Ouais. Voilà. Du sucre. Et je pense que d'ici quelques mois, on disait, on va voir un nouveau paysage du rhum. Oui, on espère. C'est une fois encore aux cavistes, aux consommateurs, de s'assurer que ce qu'ils achètent, c'est vraiment de bons produits, aux importateurs. Mais nous, on est au courant déjà, donc on le sait. On est sensible au sujet. Mais oui, c'est à tout le monde de s'éduquer et de mieux consommer. Merci beaucoup, Florent et François. Voilà. Merci. Et puis Laurence. bonne fin de salon. Merci Merci. beaucoup. Voilà, Merci. merci.